Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de Légistream. On est ensemble pendant 1 heure, j'espère que ça va le chat. Alors aujourd'hui, on va parler CMP, on va parler motion de censure, on va parler réforme des retraites. Que demande le peuple? Et donc pour parler de ça, je suis avec Sacha aujourd'hui. Salut Sacha. Salut Maël. Et je suis avec Hugo. Salut Hugo. Et donc... notre premier invité, Thomas Ménager, vous êtes député Rassemblement National du Loiret. Et donc, on va commencer direct sur l'actu du jour à l'Assemblée. C'est en ce moment même se tient la CMP, la commission mixte paritaire sur, en gros, le budget de la Sécu. Donc, 7 sénateurs, 7 députés qui vont tenter de se mettre d'accord sur un texte. Alors, y arriveront-ils ou y arriveront pas-ils? L'article 6 on ne sait pas, suspense. Dégagé. Mais donc, dans les options, après cela, si elle est conclusive, la possibilité, c'est celle d'un 49-3 et donc d'une motion de censure dans la foulée. Et du coup, Thomas Ménager, cette motion de censure, est-ce que vous la voterez? Bonjour à tous d'abord, merci de votre invitation, parce que vous rentrez directement dans le vif du sujet. On est comme ça sur Twitch, hein, direct. Et je vois même qu'il y a des informations de la CMP, alors que normalement c'est à huis clos, normalement on n'a pas le droit de s'exprimer. Jean-Philippe Tanguy fait des tweets, attention. Bon. Jean-Philippe Tanguy parle beaucoup. Parce que Jean-Philippe Tanguy, c'est un garçon bien informé. Et Adrien Clouet dit que le vote sur l'article 6 est repoussé, et Jean-Philippe Tanguy parle des clowns du système qui racontent n'importe quoi. Voilà. On attendra, on ne va pas faire franchement de la politique fiction. Est-ce que vous avez... Nous, on avait des lignes rouges et on les a Jean-Philippe Tanguy a quand même dit que la motion de censure serait votée par le RN a priori. Ouais, il y a quelques heures dans la journée. On est clair, on ne va pas se faire plaisir voter la motion de censure pour voter la motion de censure, mais si on a expliqué très clairement au Premier ministre, pas que maintenant, pas que lundi quand il y a eu la rencontre entre Marine Le Pen et le Premier ministre, on avait dit on a des lignes rouges, le pouvoir d'achat des classes populaires, des classes moyennes, l'électricité, on ne va pas les répéter, vous les connaissez par cœur, et nous on ne prend pas les gens en traître. On a dit si le Premier ministre n'entend pas et que le budget est celui-ci tant pour les entreprises que pour les classes moyennes, on va censurer. Mais est-ce que vous avez fait des propositions au Premier ministre à part la suppression de l'AME? Oui, non, on a fait d'autres propositions. Il y a 14 milliards. Alors ça va d'une baisse de 20% des agences de l'État. Je me souviens plus, alors je pourrais vous donner le détail en milliards. Il y a la question du budget de l'Union européenne où on a même été beaucoup plus modéré. On a demandé 1 milliard dessus. Oh, ça a été 5. Non, 5 au début, mais on a modéré un petit peu parce que l'idée c'est de faire un pas aussi vers le Premier ministre. L'amendement qui avait été adopté, le vôtre, c'était 5 milliards. Bien sûr, mais comme là, on a vu que le Premier ministre n'entendait pas, on a essayé d'équilibrer les 13 milliards que l'on veut redonner aux Français en pouvoir d'achat, et on a mis en face 14 milliards. Comme ça, on lui a dit, bon, s'il y a 1 milliard que vous ne voulez pas, vous avez encore un peu de marge. L'idée, c'est pas de juste dire qu'il faut redonner du pouvoir d'achat sans donner des économies structurelles de l'autre côté. Donc, bien entendu, vous avez cité l'aide médicale d'État, qu'on le souhaite réduire à une aide médicale d'urgence. Il y a la question du budget de l'Union européenne, des agences. On a aussi demandé d'augmenter les taxations sur les rachats d'actions. Nous, on est assez clair. Hein. C'est ce qui peut parfois nous faire un petit point commun avec la gauche, c'est le fait que ceux qui font de l'argent avec l'argent, qui spéculent, qui ont fait beaucoup de fric en plus ces dernières années avec l'inflation, avec les crises successives, il faut qu'ils participent aussi à trouver des ressources supplémentaires pour pouvoir redistribuer cet argent aux Français. Et vous vous positionnez comment sur la taxation des revenus les plus riches et des entreprises les plus fortunées en France? Nous, on a dit proposait le Premier ministre on a dès dit le départ. Alors, il ne faut pas que ça devienne confiscatoire, parce que si on tue nos entreprises, même les plus grosses, elles vont partir ailleurs, elles ont les moyens de faire de l'évasion. Donc il y a un équilibre, il y a un peu de gras, on est d'accord, et c'est pour ça qu'on a soutenu une cotisation exceptionnelle, mais qui doit être temporaire, pour pouvoir apporter des ressources supplémentaires. Pareil sur les très hauts revenus, dès lors que c'est temporaire. Là, on a des années difficiles devant nous, parce qu'on a 1 200 milliards supplémentaires, 3 200 milliards au total, et on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Donc il faut que les plus fortunés, les plus gros groupes fassent des efforts, donc on y est favorable, de la même manière qu'on est favorable à la taxation des surprofits ou des rachats d'actions. Mais il faut trouver cet équilibre pour pas que ça touche les plus petites entreprises, notamment les TPE, les PME, les ETI, ceux qui en fait créent de l'emploi, et si on les étrangle, ils vont licencier, mais en même temps en ciblant sur les gros groupes. Vous êtes de gauche en fait. Mais non, mais c'est parce qu'on est caricaturé. On est souvent caricaturé. Nous, on essaie d'être équilibré, d'être juste. C'est-à-dire que ceux qui peuvent faire un effort supplémentaire, et notamment ceux qui ont fait de l'argent, pas forcément parce qu'ils ont été brillants, ils ont inventé quelque chose, mais parce qu'il y a eu aussi un contexte géopolitique qui a fait qu'avec l'inflation, sans rien faire, en fait, ils ont gagné beaucoup d'argent.
Okay. C'est logique que, dès lors que ce n'est pas votre intelligence qui vous a permis de vous enrichir, ça revient à la société, parce que c'est en fait un phénomène de société. Justement, dans le chat, on vous demande du coup pourquoi ne pas avoir voté la hausse du SMIC. C'est une question dans le chat. Parce que ça, c'est un vrai débat et ça revient souvent parce qu'il y a beaucoup de Français, sûrement ceux qui nous regardent aujourd'hui, qui sont au SMIC et qui se disent il y a besoin d'un boost parce que le SMIC n'a pas forcément suivi autant que la hausse des prix et donc il y a plein de gens au SMIC qui ont du mal chaque mois. C'est un équilibre. Nous, on souhaite une augmentation de tous les salaires, de proposer la possibilité de les augmenter de 10% sans charge, mais pas uniquement ceux qui sont au SMIC parce qu'il y a deux problèmes. Un, il y a de nombreuses entreprises en France, je le vois sur mon territoire, qui peinent déjà aujourd'hui à garder la tête hors de l'eau. Et donc, si on leur augmente de manière unilatérale, forcer le SMIC, ils vont être en difficulté. Et on sait que cette année, il y a les pires défaillances d'entreprises. On va avoir quand même des plans sociaux qui vont se multiplier. On le voit déjà tous les jours. Premier point. Deuxième, alors, ça n'empêche qu'il y a quand même des gros groupes qui peuvent le faire. Donc c'est pour ça que là, il faut aussi entrer en question. Et deuxième point, pourquoi on ne souhaite pas, c'est qu'en fait, il va y avoir aussi un effet que si on n'augmente que le SMIC, ceux qui sont juste au-dessus vont être rattrapés. Nous, on veut que tous les salaires, bien entendu, jusqu'à 2,5 fois le SMIC, augmente parce que c'est tous ceux qui souffrent aujourd'hui. Et justement, sur les revenus, sur le plateau de l'indice et politique sur LCP, Éric Coquerel, le président de la commission des finances, a annoncé que la France Insoumise allait déposer une proposition de loi pour créer une forme de journée de solidarité des dividendes. Donc en gros, il prendrait une journée de dividendes pour financer justement le budget sécurité sociale. Est-ce que vous pourriez voter cette proposition de la France Insoumise ? Ça ressemble un peu à de la com. Alors après, taxer un certain nombre de dividendes, de rachats d'actions, on l'a dit, on y est favorable. Je ne connais pas les contours. Je trouve que créer des journées, que ce soit les Français ou que ce soit en forme de dividendes, aujourd'hui, on a atteint un modèle, c'est souvent de la communication, c'est-à-dire cette journée, mais pourquoi pas voir précisément quels seront les contours. Aujourd'hui, il y a une question de répartition de la richesse qui doit y avoir entre, bien entendu, le capital, le travail, entre les actionnaires et aussi les employés dans un certain nombre de gros groupes. En communication, vous n'êtes pas les derniers non plus, j'ai envie de dire. Non, mais je me souviens que vous aviez fâché tout rouge Richard Ramos parce que vous avez mis sa tête sur une communication. Il a dit j'étais pas là. Et vous le connaissez bien, Richard Ramos. Oui, mais en fait, il a fait celui qui a fait un bon coup de com et qui s'est un petit peu énervé, mais il y est habitué, on le connaît. Enfin, c'est mon voisin du Loiret, je sais qu'il aime ça. Mais dans tous les cas, la communication en politique, elle existe parce qu'il faut expliquer ce qu'on fait. Il faut faire, mais dès lors que vous ne faites pas bouffer par la communication et derrière, il n'y a pas de fond. C'est pour ça que là, sur cette journée, tant que je ne sais pas le détail, je ne peux pas franchement vous dire quoi. Juste pour revenir sur le budget, hier soir, donc sur TF1, Michel Barnier avait l'air de donner, il disait qu'il voulait faire plus sur certains points sur lesquels le Rassemblement national l'a interpellé, sur la baisse du prix de l'électricité, il dit on peut faire plus, sur les allègements de charges, sur la dose de proportionnelle, il a dit c'est à l'étude. Est-ce que ça vous a convaincu, ces gages qu'il fait dans votre sens ? Franchement, moi je me suis demandé pourquoi il est venu. Parce que, il ouvre des petites portes, mais comme si on était au mois de septembre, en fait. Le budget, c'est dans quelques jours qu'on le finalise. Je ne comprends pas pourquoi il est venu. C'est-à-dire que s'il n'était pas prêt à donner une réponse précise en mode voilà ce qu'on peut faire, voilà ce qu'on ne peut pas faire, voilà ce que j'accepte, voilà ce que je n'accepte pas, et puis nous, en responsabilité, on décidera si on le censure. Oui, ça ne change rien, en fait. Pas. Mais j'ai l'impression qu'il est venu pour rien dire. Pour dire je continue, on va voir ce qu'on peut faire. L'idée, on n'est plus allé au moment où il faut se demander ce qu'on peut faire. Il faut se dire ce qu'on fait, et puis après, nous, on décide. Et justement, il dit, en gros, si je tombe, ce sera la tempête après ça. Concrètement, s'il n'y a pas de budget, il se passe quoi, du coup, en France ? Parce que donc on compare souvent aux États-Unis, le shutdown. Chez nous, voilà, comment ça se passe, en fait, s'il n'y a pas de budget qui est voté là au 31 Ouais, ce qu'on voit ces derniers jours, c'est qu'en fait, ils veulent tous faire peur. On joue sur les peurs comme si on était comme aux États-Unis, c'est-à-dire le risque que les fonctionnaires soient plus payés, vous allez à l'hôpital, il n'y a plus de médecins pour vous soigner. Même Elisabeth Borne a sous-entendu ça il y a quelques jours sur un plateau en mode la carte vitale ne marchera plus au 1er janvier. Tout cela n'existe pas, tous les journalistes, tout le monde, tous les constitutionnalistes le confirment, l'histoire. Yael Braun-Pivet l'a rappelé aussi. Voilà, même Yael Braun-Pivet qui n'est pas du Rassemblement national, nous on essaie d'expliquer aux Français qu'il n'y a pas de risque, qu'il y aura une prolongation du budget de l'année passée. Alors il y aura une loi spéciale mais qui sera votée, qui permet de prélever l'impôt. Ça s'est passé en 1980, donc en plus on a déjà un cas similaire. Et après, il faudra reporter d'1 mois, 2 mois le budget. C'était pas la même situation politique non plus. Oui, mais d'un point de vue... Pour rappeler, en 1979, le Conseil constitutionnel avait annulé le projet de loi de finances parce que les députés avaient discuté d'abord le volet dépenses
et après le volet recettes, ce qui, constitutionnellement, c'est l'inverse. D'abord les recettes et ensuite les dépenses. Et surtout, il y avait une majorité à l'Assemblée nationale. Il y a bien eu une prolongation du budget de l'année passée. Ça, il y a eu cette prolongation. Le Conseil constitutionnel l'avait validé, il y a eu une prolongation. Ce qui va se passer, c'est qu'en fait, on va faire comme si le budget qui était prévu sur 12 mois va être sur 13 mois, on va rajouter un 12e, ou sur 14 mois, le temps qu'il y ait un nouveau budget. Et donc, aujourd'hui, le choix que nous, on doit avoir, c'est de se dire, est-ce que le budget prolongé de l'année d'avant est moins pire que de laisser passer, sans censurer le gouvernement Barnier, avec ce nouveau budget. Et aujourd'hui, en l'état actuel, le budget proposé est bien pire que la prolongation du budget de l'année passée. Et s'il y a motion de censure, Jordan Bardella, Premier ministre ou Mais non, nous, la différence du NFP, j'aimerais, mais il aurait fallu que les résultats du 7 juillet soient différents, qu'on ait une majorité. Aujourd'hui, on est le principal groupe à l'Assemblée nationale, premier parti en nombre d'électeurs. Mais on n'est pas majoritaire. Mais vous n'avez pas gagné les élections. On n'a pas gagné, on n'est pas majoritaire. Je ne vis pas dans un monde parallèle. Le NFP vit dans un monde parallèle en disant qu'ils peuvent aujourd'hui y arriver. Ça sera au président de la République de se poser la question. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il renomme M. Barnier? Est-ce qu'il renomme quelqu'un d'autre? Nous, on prendra après. S'il renomme quelqu'un du NFP, on censurera directement. S'il renomme quelqu'un d'autre qui change totalement de paradigme, contrairement à M. Barnier, là, qui en fait continue ce qu'a fait Attal, ce qu'a fait Borne, on est vraiment dans la continuité, en mode on ne fait pas d'économie, on ne cherche pas d'autres pistes, on ne reprend pas les propositions du Rassemblement national. Donc non, le moment où il y aura Jordan Bardella, c'est vraisemblablement, j'espère, en juin, juillet prochain, quand il y aura une nouvelle dissolution. Ou peut-être en 2027, si Marine Le Pen est condamnée inéligible. On n'est pas dans cet état d'esprit, on sait que c'est le sujet du moment. Aujourd'hui, Marine Le Pen est présumée innocente. Aujourd'hui, c'est des réquisitions très violentes, très politiques. Aujourd'hui, sur un sujet qui est vous disiez que c'était politique quand c'était François Fillon ou quand c'était Nicolas Sarkozy qui ont été condamnés. Enfin, je veux dire, vous êtes quand même en pleine remise en question de la justice, qui est une des branches indépendantes de l'État et indépendante de la politique normalement. Donc, c'est des attaques violentes que vous faites. On fait une différence. Alors, pour qu'on comprenne bien et que ceux qui nous écoutent comprennent bien. On n'est pas dans une république des juges. Il y a deux choses. Il y a les magistrats du siège et les magistrats du parquet. Ceux que l'on critique aujourd'hui, c'est les magistrats du parquet, c'est-à-dire les procureurs qui, eux, sont pas pleinement indépendants puisqu'ils reçoivent des directives de manière pas personnelle, pas directe, du pouvoir en place. Aujourd'hui, on le sait aussi, le syndicat de la magistrature, il y a eu un certain nombre de positions, souvent contre le Rassemblement national, et pour avoir été au procès, il y avait 2 procureurs. Il y en avait un des 2. J'ai rien à lui reprocher sur la forme, etc. Je ne sais pas si... je pense qu'il n'est pas objectif parce que le dossier, je le connais et je considère que c'est totalement disproportionné et fou compte tenu de l'innocence de Marine Le Pen. Mais il y avait une des procureurs qui était dans un ton de haine totale, personnelle. Marine Le Pen a bien reconnu, ça a été cité dans les réquisitions devant le juge, lors de sa première audition devant le juge, que quand ils avaient terminé de travailler pour le Parlement européen, les assistants travaillaient pour le parti. Mais ça, vous savez, ça a été dit par le procureur. Quasiment tous les collaborateurs politiques de France et de Navarre ont leur travail et sont souvent engagés politiquement. C'est pour ça qu'il y en a plein qui sont ici des députés qui étaient des collaborateurs de tous bords politiques. C'est comme ça, bien entendu. Oui, mais c'était payé par le Parlement européen pour travailler pour le parti. Mais en dehors de leurs heures de travail, ils ont la possibilité de faire de la politique. Ça a toujours été comme ça. C'est un droit constitutionnel de pouvoir se présenter. Et vous savez, là, nous, il y a plein de nos collègues qui sont aujourd'hui des anciens collaborateurs qui étaient brillants, qui se connaissent déjà à la maison et donc qui ont envie de s'engager. Après, le fond du dossier, il y aura les juges. Là, les magistrats au fond, qui rendront leurs décisions au mois de mars. Ce que nous, on conteste, au-delà du fond que l'on conteste, c'est la disproportion alors qu'il n'y a pas d'enrichissement personnel. Il y a une accusation qui est vue et qui est très violente et un peu qui salit détournement de fonds publics. Quand vous entendez ça, vous entendez un petit peu ce qu'on a connu avec Cahuzac, avec Fillon, c'est-à-dire ils se sont enrichis, ils s'en sont mis dans les poches pour payer leurs vacances, leur maison, un compte en Suisse, de l'argent de poche pour quelqu'un qui ne travaille pas avec un emploi fictif. Là, il n'y a pas d'emploi fictif. Pas d'enrichissement personnel. C'est l'enrichissement du parti. Quelle est la différence? Concrètement, c'est quoi la différence? Il y a juste... oui, alors, mais c'est pas pareil quand même, moralement. Moralement, alors il n'y a pas d'enrichissement. Moi, je donc le Rassemblement national peut décider de ce qui est moral et de ce qui n'est pas moral. Non, donc c'est moralement OK d'enrichir le parti de manière illégale et c'est pas moralement OK de le faire. La justice, le Paris, c'est pas enrichi parce que, comme ça a été dit, il y a bien entendu des collaborateurs qui ont fait de la politique, qui ont attaqué l'Union européenne, qui ont défendu le parti. Vous savez, ici, c'est intéressant, je vais vous raconter
raconter quelque chose. Il y a un mois, il y a un meeting à Marseille. Et on s'est posé la question si nous, députés, on pouvait aller à un meeting de Jordan Bardella sur éventuellement les moyens qui sont mis à disposition par l'Assemblée nationale et si on avait le droit de demander à nos collaborateurs de nous accompagner, de prendre des photos, de faire un tweet « Vive Marine, vive Jordan », de prendre des photos de leurs députés, etc. Le déontologue de l'Assemblée nationale, je vous donnerai le courrier si vous voulez, nous a dit c'est une action politique pour vous d'y aller en tant que député, d'aller à un meeting politique, hein. Juste pour prévoir les échéances à venir. Il n'y a pas de législative, de légistique, il n'y a pas de débat parlementaire. Et vous avez le droit de venir avec votre collaborateur parlementaire, lui payer son train éventuellement, lui payer sa nourriture, lui payer une chambre d'hôtel. Je ne suis pas parti avec, et tout le monde n'a pas pris ses collaborateurs parlementaires. Mais pour vous dire qu'en France, il y a une différence d'appréciation sur le rôle du collaborateur parlementaire entre le Parlement européen et le Parlement français, et la France et l'Union européenne. Et c'est ça ce que l'on dit. Et vous pouvez dire que c'est pas pareil, mais moralement, c'est pas le même sujet de dire qu'il y a un différent administratif sur l'utilisation qu'on peut avoir des collaborateurs entre la France et l'Europe, et le fait, comme d'autres, qui s'en sont mis dans les poches. Du coup, il y a plus loin qu'un différent administratif quand même. Non, mais s'il y a condamnation, vous reconnaîtrez du coup que vous avez fait de la merde du coup avec l'argent européen. Il n'y a pas de condamnation pour le moment. Aujourd'hui, il n'y a pas de condamnation, donc je ne vais pas vous dire ce qu'il en sera. Après, il y a un appel. Ce qui est gênant dans cette histoire, et c'est reconnu de Jean-Luc Mélenchon à Jean-Pierre Chevènement, en passant par Christian Estrosi de mémoire, c'est-à-dire pas nos amis, hein, c'est que ce qui est choquant, c'est que là, les réquisitions demandent l'exécution provisoire, c'est-à-dire que Marine Le Pen serait la seule aujourd'hui, quasiment, à ne pas avoir le droit à faire appel de sa peine d'inéligibilité. Et surtout, en fait, normalement, cette exécution provisoire, elle est prévue pour quoi ? Elle est prévue pour empêcher la récidive, sauf que, l'exécution provisoire ferait qu'elle garderait son mandat de député, et tant mieux. Et deuxième point, elle n'est plus parlementaire européenne, donc elle ne pourrait pas remettre en place ce qui nous est soi-disant reproché, qui n'existe pas, mais qui nous est soi-disant reproché. Donc en fait, il n'y a qu'un objectif à cette exécution provisoire, c'est quoi ? C'est de l'empêcher de se présenter à l'élection présidentielle. Et quand aujourd'hui, c'est la favorite, moi je considère qu'il n'y a pas grande démocratie où on empêche le principal opposant de se présenter. Oui, parce que la justice a empêché François Fillon de se présenter en 2017. Hein. Enfin, il s'est présenté, mais la justice. Oui, c'est les électeurs qu'on choisit. L'affaire a fait que. Non, mais voilà. Nous, on ne dit pas qu'il y a l'affaire judiciaire, on l'a toujours laissée, on n'a jamais contesté. Marine Le Pen est allée tous les jours au procès, elle a répondu au juge, on n'a jamais dénoncé. Voilà, et heureusement, on est dans un état de droit. Mais François Fillon, il a pu se présenter. Là, on parle de quelqu'un qui ne pourrait même pas se présenter parce que François Fillon, les Français ont jugé. Alors après, on peut dire que c'est des fois disproportionné parce qu'il y a une analyse médiatique, politique, une utilisation violente des opposants politiques. Donc ça a sûrement peut-être fait beaucoup de mal à François Fillon. Mais au moins, il a pu se présenter et les Français ont pu choisir. C'est parce que la loi Sapin 2 était en vie. C'est surtout ça, c'est qu'elle pour Fillon n'était pas concernée parce que c'était pas rétro-compatible. Mais c'est parce que ce qu'on reproche à Marine Le Pen... Non, parce que c'est arrivé pendant l'élection, en fait, c'est surtout ça. Oui, non, mais il n'y avait pas la loi Sapin était en vigueur quand même à ce moment-là, mais que Marine Le Pen, ce qu'on lui reprochait, en fait, ça s'est superposé. Et du coup, il y avait Non, c'est deux choses différentes. Parce que vous parlez de l'inéligibilité automatique. Ça, c'est la loi Sapin 2. Oui. Et l'exécution provisoire, c'est pas du tout la loi Sapin 2. Ce qui est la loi Sapin 2, c'est l'inéligibilité automatique. C'est-à-dire que normalement, le juge doit, s'il reconnaît, mettre en place une peine d'éligibilité. Mais il peut quand même y déroger sur certains motifs. C'est pas toujours obligatoire. Heureusement, il y a une personnalisation. Là, ce qui est mis en place, c'est quelque chose qui existe dans tout procès pénal. C'est l'exécution provisoire. C'est-à-dire, vous êtes, entre guillemets, pas en capacité de faire appel. C'est deux choses différentes. Juste, je vais clôturer malheureusement ce sujet parce qu'il y a la deuxième grosse actualité qui se tiendra demain. Demain, c'est donc la journée d'initiative parlementaire de la France Insoumise pendant laquelle on va étudier la proposition de loi portée par Hugo Bernalicis, le prochain invité, qui propose donc d'abroger la réforme des retraites à 64 ans. Cette proposition de loi, est-ce que vous allez la voter ? On l'a votée, nous en commission, j'ai soutenu cette proposition de loi. On est à l'opposé de la France Insoumise, où on les combat. Mais aujourd'hui, quand on a un mandat pour servir les Français et puis pour être cohérent, se regarder dans la glace. Moi, je leur ai promis sur le terrain que dès lors que je serai ici élu, je me battrai pour. Ce que je regrette, c'est que nous, il y a un mois, nous l'avons mis en place dans Elle n'était pas très bien... C'est la même mot pour mot.
Non, mais reprenez pas les éléments de langage. Non, mais Hugo, faut pas reprendre les éléments de langage. Le gage, c'était le même. C'est le même. Et le gage, il est formel. Le gage, il est formel. Il a aucun intérêt. Le gage, il est levé. C'est pour ça qu'on demande au gouvernement, quand un texte est voté, de le lever. Donc le gage, il n'a aucun intérêt. Il n'est pas lié, il n'est pas liant. Parce que sinon, ça voudrait dire qu'il faudra demander à Hugo Bernalicis s'il veut augmenter le tabac de 200, 300 ou 400%. Parce que ça résoudrait le problème du tabagisme. Oui, c'est un autre sujet. Et désolé pour ceux qui nous écoutent et qui fument, mais dans le texte de M. Bernalicis, c'est dans celui que j'ai porté pour le Rassemblement national, il y a le même gage sur le tabac, il y en a un autre qui est différent sur les transactions financières, le font un petit peu différemment, mais le dispositif est le même, le gage est peu ou prou le même, c'est pour ça qu'on l'a voté. Si c'était à l'opposé, si c'était par exemple ce qu'il propose, c'est-à-dire parfois de financer la réforme des retraites par une augmentation des cotisations, ça il le propose, mais c'est pas dans le texte. On ne l'aurait pas voté, on aurait essayé de l'amender. On parlait de communication tout à l'heure. Pourquoi ? Parce que j'ai suivi, moi, la niche RN. Pourquoi, le jour de la niche, vous avez fait une communication ? Ils ont voté contre la réforme des retraites du jeudi, qui était vide. Puisqu'on rappelle que, du coup, justement, en fait, la PPL, votre PPL, en soi, avait été adoptée, mais vidée de sa substance. Et c'est pour ça que vous avez pris un article 40 sur, justement, vos amendements de réintroduction qui, justement, allaient à l'encontre de l'article 40, où on ne peut pas créer de dépenses supplémentaires non financées, etc. Le texte en question qui était discuté ce jour-là, il était vide. Oui, pourquoi il était vide ? Parce qu'il avait été supprimé en commission. Par la gauche et par les macronistes. Voilà, par la gauche et les macronistes. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un mois, nous on a laissé le débat parce que c'était intéressant et on voulait aller jusqu'au vote pour que ça envoie au moins un signal. C'est-à-dire qu'en gros, il y avait une... Ça foutait en l'air votre niche quand même. Oui, mais c'est un combat qui est très important pour nous. Mais non, on n'est pas rancunier. Alors si on était rancunier, vu ce qu'ils nous ont fait subir, c'est-à-dire qu'en fait, en catimini, en commission, comme ça vient d'être très bien expliqué par Hugo, on nous a supprimé ce qui permettait l'abrogation, pour après dire, au final, on ne peut plus voter. Ils ont voté contre le texte en commission, quand c'est pas trop filmé, et dans l'hémicycle. Bon, au final, ils ont encore voté contre, mais en fait, ils voulaient qu'on retire le texte en disant, nous, dans un mois, le 28 novembre, on portera la note, à eux de la voter. Bon, nous, ils pensaient qu'on serait un peu dans la vengeance, etc. On n'est pas dans les petits coups, on n'est pas des gamins, c'est pas une cour de récré ici. Si t'es pour, tu votes pour, si t'es contre, tu votes contre. Ça a beau être LFI, on votera pour et on n'est pas rancunier. Ce qui est dommage, c'est que là, les macronistes, on a raté un coup le 31 octobre, parce qu'on aurait pu, s'ils n'avaient pas tué le texte et si on avait voté ensemble, si LFI et la gauche globalement n'avaient pas été sectaires, on aurait peut-être pu y arriver. Ils ont dit « Ah ben non, mais nous on y arrivera le 28 novembre », sauf qu'entre-temps, les macronistes se sont organisés. Ils se sont organisés, ils font quoi ? Ils font de l'obstruction. Et demain, malheureusement, j'espère, on fera tout pour, et nous on sera en soutien pour pouvoir y arriver pour les Français qui en chient, qui en bavent sur le terrain, et qui n'arrivent pas à 64 ans à bosser pour un certain nombre. Certains peuvent bosser, et tous ceux qui peuvent bosser jusqu'à 64, 65, 66, il faudra qu'ils y aillent, on les soutient, il n'y a pas de souci. Il y a une grosse différence quand même entre celle de LFI et la vôtre. C'est que quand l'Assemblée nationale vote un texte, le texte ne rentre pas en vigueur comme ça. Il faut qu'il aille au Sénat via la niche parlementaire. Vous n'avez pas de groupe. Alors, vous allez me dire que LFI non plus, sauf que LFI, que le NFP, pardon, il y a des composantes du NFP au Sénat qui s'étaient engagés à le reprendre. Je crois que c'était les socialistes. Si ça avait été votre PPL qui avait été adopté... c'était dommage. Peut-être que nous on aurait demandé. Mal les sénateurs de gauche reprendre le texte. Nous on aurait demandé aux sénateurs de gauche de la reprendre. Après s'ils ne la faisaient pas, c'était leur problème. Attendez, nous on n'est pas responsable de l'irresponsabilité ou du sectarisme des autres. Moi je suis responsable de mes votes et de ce que je fais. C'est pour ça que demain ça doit être LFI, je voterai pour. Parce que je suis pour. Et parce que dès lors que ça va dans le bon sens, je le fais. Je ne suis pas responsable des autres. Moi, je suis responsable de mes votes devant les électeurs et je regrette. Parce qu'en fait, si on avait déjà voté une fois le 31 octobre le texte et qu'on s'était coalisé pour les Français, pour les gens qui travaillent, le texte serait déjà voté, serait déjà parti au Sénat. Peut-être que là, on aurait pu le reprendre limite dans la niche de LFI ou dans la prochaine. Là, on a raté une occasion et on va peut-être avoir tué de manière assez... pérenne la possibilité d'abroger, même sinon on continuera à se battre. Tout le groupe RN fonctionne d'une même voix sur la PPL de demain ou c'est un peu... Ah non, le groupe RN, clairement, on est tous d'accord. Vous avez tous voté. Tous d'accord. Alors, plus ou moins de gaieté de cœur, parce que c'est sûr que quand il y a des gens qui vous crachent à la figure, qui tiennent des lignes parfois politiques que l'on trouve graves, dangereuses pour le pays en matière sur les sujets régaliens, sur l'antisémitisme, sur un certain nombre de sujets, mais... Le texte, il n'est pas sali par nature, c'est du papier, c'est une loi qui produit des effets pour les Français. C'est ça ce qu'il faut faire. Donc, il peut y avoir certaines personnes qui le font, on le fait en se bouchant le nez, comme on dit. Mais on le fait parce qu'en fait, notre seul objectif, c'est les Français. Et vous pensez que demain, même malgré les quasiment 1000 amendements déposés
par le socle commun. Vous pensez qu'il a des chances d'aller au bout, ce texte, demain ? Bah, 1000 amendements, je vois pas comment on va réussir demain. Enfin, nous, on a déposé 0. D'habitude, on dépose des amendements. Là, c'était notre texte. Donc, on aurait pu, pour créer du temps de parole, pour faire du cinéma ou faire de la com, comme ça a été dit, en déposer. Et surtout, quand on a vu qu'il vous allait en déposer, on a voulu réduire le temps. Nous, on sera en soutien pour interpeller les macronistes, le bloc LR, de dire arrêtez, laissez-nous voter. Il y a une majorité qui est sortie aux élections législatives. C'est aussi une manière de faire de la politique, hein, de pratiquer l'obstruction. Ouais, bah et ça, c'est un peu le retour de bâton que la gauche se prend. Parce que vous vous souvenez, au moment de la réforme des retraites, c'est eux qui avaient fait de l'obstruction. Ça n'avait servi à rien parce qu'en plus... 20 000 amendements déposés en 2020. Alors, ils répondent que oui, mais le timing... Oui, que c'était pas dans une PPL, dans une niche. Après, il faut rappeler qu'effectivement, il y avait le 47.1, donc il y avait quand même un délai temporaire à respecter. Et à cause d'eux, on n'avait pas pu discuter notamment de l'article 7. Du fameux article du report. On avait passé 10 jours presque sur l'index senior et ils nous avaient empêchés. C'est-à-dire que je peux comprendre l'obstruction, elle peut avoir un intérêt quand on n'a pas de temps bloqué. Donc en fait, on bloque le texte en discutant 1 mois, 2 mois, 3 mois, mais ça n'existe pas. Là, dès lors qu'on est en niche, déjà, c'est une entrave à l'initiative parlementaire. On a une journée par an, un groupe, donc je trouve ça vraiment pas clean. D'agir de la sorte et ça n'avait pas de sens quand la gauche a fait de l'obstruction. Nous on n'utilise jamais ça parce qu'on est élu, on doit voter. Après, c'est pas parce qu'on est en minorité qu'on doit essayer de tout faire, tout bloquer, etc. On n'est pas dans le blocage, on est dans le travail parlementaire. Et j'avais une petite question. On s'est connus à Debout la France à l'époque, en 2019. Bon, la DLF, c'est pas la grande forme en ce moment. Que devient Nicolas Dupont-Aignan? Non, mais surtout, Nicolas Dupont-Aignan a appelé cet été, je reprends l'expression, un rassemblement de tous les patriotes et de tous les souverainistes pour 2027. Vous lui dites chiche à Nicolas Dupont-Aignan? Bah oui, sachant que le groupe RN est déjà une alliance de plusieurs partis pour le moment. C'est l'objectif de rassembler tous les patriotes de droite, de gauche, tous ceux qui ont la nation au cœur, qui se rendent compte qu'on ne peut pas continuer comme avant, qui partagent les valeurs que nous défendons. Chiche, et moi je remercie Nicolas Dupont-Aignan qui à chaque fois a appelé à voter au second tour pour Marine Le Pen, pour Jordan Bardella. On a eu des désaccords, c'est pour ça que je l'ai quitté, des désaccords sur un certain nombre de positionnements, tant sur le vaccin que sur un certain nombre d'autres sujets. Mais on ne va pas rouvrir ce genre de débat aujourd'hui. Mais bien entendu, il faudra. Vous savez, pour gagner, il faut faire 50 plus 1. Vous ne pouvez pas être dans une chapelle et vous dire je m'occupe que de moi et je ne veux pas travailler avec tous les Français. C'est ça aussi de vouloir gouverner. Et vous revendiquez gaulliste. Est-ce que vous pensez que De Gaulle aurait accepté qu'il y ait un milliardaire qui fasse une campagne pour le faire élire? Oula, ça c'est du gros. C'est une référence à Donald Trump et à Elon Musk? Non, c'est une référence à Pierre-Édouard Stérin et son projet Périclès, qui a pour objectif de faire gagner Marine Le Pen en 2027. Ça a été révélé par nos camarades de l'Humanité. Un excellent papier que je recommande. Et d'ailleurs, certains papiers, je crois Le Monde, évoquaient que par exemple certains députés de l'UDR qui s'est allié avec vous étaient considérés comme des pions par ce dernier pour faire avancer son projet politique. Là, vous m'apprenez quelque chose, mais... Vous lisez pas l'Humain? Non, je dis pas l'Humanité. Non, je m'y mettrai, mais tout ça pour vous dire que en France, on a une vie politique et publique qui est quand même bien encadrée. On n'a pas le droit de faire comme aux États-Unis, que ce soit la course au fric, la course à l'argent, tout est encadré. Donc en fait, tout milliardaire, parce qu'il y en a qui soutiennent aussi... Il y a peu de milliardaires qui soutiennent Jean-Luc Mélenchon quand même. Hein. Alors ça reste à prouver, j'en sais rien. Je ne regarde pas les amis de Jean-Luc Mélenchon, mais... il y a M. Macron qui a quand même été aidé par un certain nombre de puissances d'argent. Ce qui est certain, c'est que tout est encadré pour pas que ça soit les plus friqués qui gagnent. C'est la différence qu'on a avec les États-Unis, et tant mieux en France qu'on ait ces règles. Juste, donc il nous reste 1 minute 30. Donc pour résumer, vous avez dit que demain, vous voterez pour l'abrogation de la réforme des retraites. Et je vois souvent la question qui est repassée, on en a parlé au tout début, mais les gens ont envie de revenir dessus très rapidement. Ils disent, j'aimerais bien savoir si le RN censurerait un Premier ministre de gauche. Si oui, alors qui est-ce qu'il ne censurerait pas? En gros, qu'est-ce que c'est l'après-Barnier? Le problème, c'est pas forcément que le Premier ministre soit de gauche, c'est que s'il est de gauche... vous avez dit quand même que vous censurez directement si c'était un Premier ministre de gauche. Vous l'avez dit en début d'émission. Ou du NFP. C'est quelqu'un qui soutiendrait le programme du NFP aujourd'hui. C'est ça. La gauche, le NFP, Après, il faudra poser la question aux socialistes. À un moment, il y aura une heure de vérité. On le voit aussi sur la réforme et l'abrogation de la réforme des retraites.
les socialistes et LFI ne sont pas d'accord, parce que les socialistes sont responsables de la situation aujourd'hui des 43 annuités de la réforme Boris Vallaud, d'ailleurs, a appelé à un grand... un arc républicain. Voilà, un arc républicain. De non-censure. Vous n'êtes pas dedans, mais en tout cas, il a appelé un gouvernement de tous les partis, ou en tout cas de discuter ensemble. Il est cohérent, parce qu'on le sait que les députés du bloc LR ou du bloc macroniste ont été élus grâce aux appels des voix du NFP, de la France Insoumise, que la France Insoumise a été élue grâce aux voix des macronistes et des LR pour faire barrage au Rassemblement national. Donc au moins on peut lui reconnaître que dans ce parti unique, ils sont cohérents sur la vocation de toujours gouverner contre nous. Mais quand ils gouvernent contre nous, ça c'est de la politique, ils gouvernent contre le peuple et les 11 millions de Français qui font aujourd'hui de nous le premier parti. Il y a la question qui est revenue plusieurs fois dans le chat. Sébastien Lecornu à la place de Michel Barnier, c'est tentant ou c'est pas tentant? Très rapidement. Parce que... Franchement, côté casting en mode The Voice, où on se retourne ou on se retourne pas, c'est vraiment pas notre truc. On verra, ça sera au président. Après, le président devra se poser la question, c'est que si à un moment ça marche pas, ce qu'on a dit alors qu'il était responsable, il devra se poser la question de son propre évolution et de sa propre suite. Vous remerciez le NFP Les Insoumis d'être la béquille du gouvernement ou pas? Parce qu'avec leur refus total de travailler avec le gouvernement, ça ne laisse le gouvernement ne peut que négocier avec vous. Parce que c'est plutôt le RN, la béquille du gouvernement. Oui, c'est vous. Mais vous les remerciez, vous, d'être la béquille. Ah oui, de vous. On ne sera pas la béquille, parce que si le gouvernement, je vous le dis, fait un budget qui est mauvais ou prend des décisions qui sont mauvaises et on s'y oriente, on censurera. C'est ça, vous retirez la béquille, du coup. On retirera, mais c'est-à-dire que c'est juste qu'en fait, on a aujourd'hui le poids politique le plus important dans cet hémicycle, la capacité de défendre et de mettre des lignes rouges et qu'elles soient entendues. Et donc maintenant, c'est au Premier ministre de Vous êtes le parti radical de la 4e République, faiseur et défaiseur de gouvernement. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, on a notre capacité, en étant le premier groupe, ça a toujours été, la capacité de dire stop ou encore. Mais aujourd'hui, on est plutôt sur du stop compte tenu du budget qui nous est proposé. Et on va terminer là-dessus parce que j'entends Hugo Bernalicis toquer à la porte. Merci beaucoup Thomas Ménager. Il est venu vous chercher. Il vient vous chercher. Merci beaucoup. J'ai dit qu'on voterait son texte, donc normalement, il ne devrait pas me sortir Manu Militaire. Merci beaucoup d'être venu dans les e-streams. Et on se dit à très bientôt, dans l'émission. Et puis on suivra toutes ces discussions sur la niche, sur l'abrogation de la réforme des retraites demain. Exactement. Et on va accueillir tout de suite. Ça va être une longue journée. Je vous en prie, on va faire un échange. Bonne soirée. Un remplacement avec Hugo Bernalicis. Point coulisses, pas de serrage de main. Voilà. Avec Hugo Bernalicis. Je vous en prie. J'ai pas de main. Hugo Bernalicis, député La France Insoumise du Nord. Merci beaucoup d'être avec nous. Ah oui, moi aussi, il n'y a pas que vous qui vous avez... J'ai vraiment les deux Hugo à la tablette. Non, franchement, c'est un miroir. Attends, Hugo Bernalicis est quand même un des premiers députés à avoir été sur Twitch. C'est le député Twitch. Député Twitch. J'ai un petit message personnel pour vous. J'ai croisé Denis Masséglia qui vous demande à quand la revanche? Quand Riot sera d'accord, parce que franchement, on a essayé parce qu'on les a revus. Moi, j'ai vu sur League of Legends. Vous aviez perdu 2-0. Tous ceux qui n'ont pas suivi. Je veux bien que vous éclairiez la lanterne de ceux qui ne jouent pas à League of Legends, s'il vous plaît. Riot, c'est l'éditeur de League of Legends, qui est un jeu vidéo. On avait fait effectivement parce qu'on est tous les deux dans le groupe d'études jeux vidéo, Denis en étant le président, et on avait décidé de faire un BO3 pour les intimes, enfin des matchs de League of Legends ensemble. Pour pouvoir populariser l'idée que l'Assemblée nationale et les politiques devaient s'intéresser à l'univers des jeux vidéo pour plein de raisons, ne serait-ce que juste d'un point de vue économique, c'est la première industrie culturelle du pays, donc rien que pour ça, on devrait pouvoir s'y intéresser. Et ça avait très très bien fonctionné. Bien qu'on ait perdu, mais je ne reviendrai pas sur les méthodes douteuses de Denis et de son équipe, évidemment. Voilà. Sauf que du coup, déjà à l'époque, l'éditeur Riot, il nous avait dit ouais, non, on n'est pas trop chaud pour que ce soit de la politique, donc on avait vu qu'on était député sans afficher nos couleurs politiques. Twitch, et on les a revus parce qu'il nous a invités au LEC à Montpellier il y a un an et demi. Là, ils ont refait l'invitation, je ne sais plus dans quel cadre, je crois que c'était les Worlds, mais on n'était pas dispo, enfin c'était le bazar ici avec le budget. Et du coup, je leur ai posé la question, est-ce que vous pouvez être un peu plus cool pour qu'on puisse refaire ça, pour avoir un set? Est-ce qu'il faut l'autorisation du... C'est pas... Alors, en théorie, en pratique, si on leur avait pas demandé leur avis, ils n'auraient pas forcément capté le truc et fin de l'histoire. En théorie, oui, là, ils sont propriétaires, ils ont la propriété intellectuelle de leur jeu. Donc si demain ils veulent nous réclamer des droits, nous empêcher de diffuser, etc., ils peuvent le faire. Comme n'importe quel streamer. Aujourd'hui, il y a une zone grise en fait pour les streamers, en mode les éditeurs laissent streamer non légalement, je ne vais pas dire illégalement, mais non légalement, et c'est eux qui peuvent couper le robinet quand ils veulent.
du streamer, ce qui pose un problème. Il faudra peut-être faire une proposition de loi à l'occasion. Bref. En tout cas, l'invitation est lancée à Denis Masseglia. On va revenir à un sujet beaucoup plus terre à terre. Donc, comme on le disait tout à l'heure, l'actu du jour, c'est cette CMP qui se tient sur le budget de la sécurité sociale, avec en perspective potentiellement un 49.3, une motion de censure qui pourrait s'en suivre. Hugo Bernalicis, est-ce qu'à Noël, on aura toujours Michel Barnier avec nous, tant que Premier ministre? J'ai envie de dire non, mais on verra bien. La probabilité est très forte que non, et moi je vais passer un très bon Noël sans Michel Barnier. Hein. Vraiment, ça va être très très bien. D'ailleurs, il n'y aurait jamais dû y avoir de Michel Barnier. Enfin, je ne voudrais pas qu'on oublie les épisodes précédents, notamment l'épisode du 7 juillet, qui est la victoire du nouveau Front populaire qui gagne les élections avec la principale majorité relative. Certes relative, mais la principale majorité relative. Et on aurait dû être appelé au gouvernement les premiers. Et il y a ce point de départ qui est problématique. Et puis derrière, tout le reste déroule. Finalement, tout le monde va finir par constater qu'effectivement, ce gouvernement n'est pas légitime, ne repose pas sur une majorité politique, pas stable par ailleurs. Je faisais la blague en disant c'est pas le socle commun, c'est le socle comme 4. Voilà, mais ça se voit jour après jour. Lors du précédent, de la précédente législature, c'était bien Ensemble pour la République qui était arrivé en tête. Et pourtant, pendant les prises de parole, vous répétiez qu'il n'était la minorité, papa. Finalement, est-ce qu'il n'y a pas une forme de, pas de dichotomie, mais d'illogisme ? C'est juste qu'en fait, c'était vrai aussi dans la précédente législature. C'est-à-dire qu'il n'avait pas de majorité absolue, mais il se comportait comme s'il l'avait. Ce n'est pas le problème de ne pas en avoir. Je veux dire, il n'y en a pas. Il respecte le résultat des élections et du coup, il compose avec les autres groupes. Je veux bien, mais ce n'est pas ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont dit qu'ils allaient faire. Des nouvelles pratiques démocratiques, les semaines transpartisanes de l'Assemblée. Sauf que les semaines transpartisanes de l'Assemblée 2022-2024, c'était quoi? C'était les textes avec lesquels les macronistes étaient d'accord parmi les oppositions. Point. C'était pas du tout. Si toutes les oppositions ensemble étaient d'accord sur un texte, les macronistes ne le mettaient pas à l'ordre du jour, par exemple. Voilà. Donc c'est pas sincère. Voilà. C'est pas véritable. Donc nous on appuyait là-dessus en disant attendez, vous pouvez pas faire du passage en force, vous pouvez pas faire des trucs tout seul, vous pouvez pas faire l'abrogation de la retraite à 64 ans contre le pays tout entier. Enfin pas l'abrogation justement, la retraite à 64 ans contre le pays tout entier. Ouais, lapsus pas révélateur parce qu'on va abroger demain. Allez Lavare, on clip le chat. Ça y est. Et justement, Michel Barnier hier il dit en gros si mon gouvernement est censuré, la tempête après moi, une manière de dire est-ce bien responsable de censurer un gouvernement alors que on est en situation de crise économique et financière. Mais en fait, ce qui n'est pas responsable, c'est de maintenir un gouvernement qui n'a pas de légitimité démocratique. C'est l'essence même d'une démocratie et de la souveraineté populaire. Si vous dites, en fait, on fait des élections, mais ça n'a pas de conséquences. Là, c'est un problème majeur parce que vous avez deux éléments. Quand même une différence entre Gabriel Attal et Michel Barnier en termes d'orientation politique. En termes d'âge, oui, mais orientation politique, bof. Hein. Un petit peu, hein. En tout cas, bof, ce qui est sûr, c'est Mais dites-moi quoi? Ce qui est sûr, c'est ce qu'on appelle le socle commun. Mais plus de députés. Mais vous avez un macroniste, vous avez un républicain assumé. Enfin, c'est deux visions de la politique qui sont assez différentes sur le papier, en tout cas. Non, je suis désolé, c'est le même programme. C'est d'ailleurs pourquoi on avait toujours dit que finalement il y avait une très forte convergence entre la droite LR et les macronistes déjà dans la séquence 2022-2024 et qu'on pouvait pronostiquer qu'ils allaient recomposer leur majorité là-dessus, puisqu'on a toujours dit, moi le premier, qu'Emmanuel Macron avait siphonné, absorbé la droite et son programme sur la séquence 2017-2022 et que l'aboutissement de tout ça c'est la fusion-absorption quoi. Juste les Républicains le font pas parce que en politique il y a plein de choses qui jouent dedans, des affects, des égos, des êtres humains, des histoires politiques plus longues, etc. Mais je suis désolé, la plupart des textes des macronistes sur 2022-2024 ont été votés par LR, et même par une bonne partie du RN. Oui, mais donc, ça, franchement, comme argument, enfin, je veux dire, le RN a dit qu'ils allaient voter, par exemple, l'abrogation de la réforme des retraites demain. On ne va pas faire des liens en disant LFI et RN sont sur un même plateau. Non, mais c'est pas. Je veux juste. Sur le même. Mais excusez-moi, il y a une petite distinction entre les oppositions se regroupent pour refuser un texte du gouvernement et se retrouver en positif pour proposer un texte pour aller dans une direction. Et il y a des textes qui sont votés à l'unanimité dans l'hémicycle. Hein, voilà, ça arrive aussi. Bon, alors, parce que tout le monde s'est dit, ce serait Hier, vous avez voté contre.
Quoi? Non, parce que c'était la Oui, mais c'est une déclaration, c'est même pas un texte. Non, mais parce que il y a des gens qui vous le reprochaient, il y a des gens qui vous disent vous avez été pour le Mercosur du coup. Oui, mais ils n'ont pas compris. Mais c'est intéressant parce que du coup, si on avait voté pour, notre message il passe pas. Au moins, ça crée une distinction. Ils disent mais pourquoi ils ont voté contre cela? Ils sont pas censés être contre les insoumis. Bah si, on est contre le Mercosur. Justement parce que nous, on est complètement contre un Mercosur, quel qu'il soit. Qu'il y ait des clauses miroirs ou pas. Ce qui n'est pas le cas du gouvernement, ce qui n'est pas le cas d'un certain nombre de personnes qui ont voté la déclaration d'hier. Ils sont pour un autre Mercosur. Vous distinguez. Ben, c'est pour réaffirmer notre ligne politique, effectivement, parce qu'il y a une distinction à avoir. Nous sommes opposés aux accords de libre-échange, quels qu'ils soient, clause miroir ou pas. C'est pas la même chose. Et c'est vraiment pas la même notion politique. Mais je reviens sur la majorité. Gabriel Attal, par exemple, il propose son texte sur la délinquance des mineurs. C'est examiné hier en commission, et ce sera bientôt dans l'hémicycle. C'est un texte de convergence de tout le socle commun, qui est un texte bien à droite, bien identifié, et qui reprend des propositions historiques du programme du Rassemblement national aussi. Voilà, et donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise là-dessus? Ils sont d'accord entre eux sur ces thématiques-là, sur les thématiques sécuritaires, etc. Ils sont d'accord entre eux. Je ne peux pas faire d'autre constat que celui-là. Donc, il faut le mesurer en termes de dynamique politique, de dynamique électorale derrière. C'est pourquoi Éric Ciotti peut faire son mouvement vers le RN sans que... alors nous, on est choqués. En fait, non, on n'est pas si choqués que ça, parce qu'on se dit, oui, en fait, c'est la suite logique de l'histoire. Et oui, c'est la suite logique de l'histoire. Et parce que le terrain a été préparé en amont. Quand le terme de grand remplacement commence à émerger dans la bouche de dirigeants de LR, on se dit, tiens, il commence à y avoir des convergences dans les termes, dans les analyses. Quand dans la Macronie elle-même, dès Gérard Collomb, on explique qu'il y a des vagues migratoires, une submersion migratoire, qui est d'habitude des mots qui ne sont employés qu'à la droite assez dure ou à l'extrême droite, alors que lui-même venait du Parti socialiste. Voilà, il faut l'analyser comme c'est, en tant que tel, en fait. Il y a quelqu'un qui pose la question, qui anticipe un peu le après Barnier. Qu'est-ce qu'il y aura après Barnier, en demandant Lucie Castet, toujours OK pour lui, ou bien on passe à quelqu'un d'autre. Notamment, je pense qu'il fait aussi référence au fait que, par exemple, Boris Vallaud ait dit nous, on ouvre vers l'arc républicain. Pour être précis, Vallaud ne fait que reprendre la tribune de Philippe Brun, qui est député socialiste, qu'il avait sorti en juillet, si ma mémoire est bonne. Voilà, donc il redonne cette idée. Il n'est pas sorti comme ça nulle part. Ça a l'air de bien se passer avec les socialistes en ce moment, en tout cas. Comme ça. On n'a pas trop convergé sur l'abrogation de l'apologie du terrorisme, par exemple, mais on y reviendra après. On en reparlera, je pense. C'est-à-dire que c'est eux qui l'ont mis en place, donc c'est quand même un peu compliqué, comme le nouvel usage des armes à feu pour les policiers sur les refus d'obtempérer. Il y avait déjà eu un petit précédent en la matière. Une petite... Mais oui, mais c'était pour Bernard Cazeneuve, c'était un peu de sel. Il y a un peu de sel. Mais moi, j'y ai passé 1 an et demi de ma vie politique. C'était un de mes premiers engagements d'être au Parti socialiste. Je sais pourquoi je suis parti. Et je sais pourquoi j'y retournerai pas. Vous y étiez quand? 2012-2013. Ça ne nous rajeunit pas. Non. Ah ouais. Non, mais ce qui est très drôle, c'est que par exemple, au PS, il y a Céline Hervieux, qui est députée maintenant, qui s'est engagée grâce à François Hollande. Et là, ça existe encore. Je vous dis des conneries, je vous dis 2012-2013, c'est 2007-2008. En plus, je dis n'importe quoi. Ah oui, c'est pas la... 2007-2008, c'était... J'avais 9 ans. Non, c'était Ségolène Royal. Sur cette idée de Boris Vallaud, on revient à la question de... Non, on garde Lucie... Mais pourquoi il faut garder Lucie Castet? Parce qu'on s'est mis d'accord pour que ce soit elle première ministre. Si on commence à rediscuter de ça, on donne 2 mauvais signaux. Un premier mauvais signal en disant finalement, vous étiez d'accord, mais vous n'étiez pas vraiment d'accord. Mais on sait que vous n'êtes pas vraiment d'accord. Attendez. Pardon. J'en viens au fait. Ouais, d'accord, mais... Non, mais pour le coup, d'habitude, les socialistes, ils sont là, faut de la stabilité, faut pas foutre la pagaille, etc. Bon, là, c'est raté. Voilà, c'est raté, parce qu'ils fichent eux-mêmes la pagaille, et pour une raison qui, pour moi, est problématique. Et deuxième élément, on va refaire des réunions pendant 3 semaines pour arriver à quoi? Au même résultat. Ça va durer longtemps. Parce que c'est eux qui l'ont proposé. Nous, on avait des candidates et des candidats. Et par principe, c'était non. Voilà. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi leur meilleure option? La vérité, c'est qu'ils ne veulent plus pour certains de Lucie Castet, parce que vous avez vu ce qui a été proposé par Boris Vallaud. Alors, justement, c'est pas très. Il a fait des phrases très longues pour expliquer... Pacte de non-censure dans l'arc républicain. Pacte de non-censure dans le cadre de l'arc républicain. Jusqu'à la prochaine dissolution, surtout aussi. Jusqu'à la prochaine dissolution, on peut rajouter... Vous avez d'autres mots pour mettre dans la phrase? Non, mais parce que c'est un vrai sujet. C'est ça. Que des longs mots. Non, parce que moi, encore une fois, Éric Coquerel ne m'a pas répondu lundi. Il a botté en touche. Mathilde Panot a dit dimanche sur BFM, soit Lucie Castet, soit Macron démission. Très bien. Imaginons, il y a Castet...
la logique fait que si vous respectez ce que vous dites, après le DPG, il y aura un vote de confiance. Assez logiquement, ce sera ciao. Et ensuite, imaginons... Non, parce que le vote de confiance ne produit pas la censure. Il dit juste qui est dans la majorité et qui est dans l'oppo. Oui, mais la logique, c'est que s'il n'y a pas la... Vous disiez vous-même que si la confiance n'était pas votée pour Michel Barnier, il devrait s'en aller. Donc, assez logiquement, s'il n'y a pas la confiance pour Castet, elle devrait partir. Non, si on suit votre logique. Non, c'est un peu plus compliqué que ça. Non, c'est pas ce qu'on avait dit pour Michel Barnier. On a dit il doit s'en aller parce que c'est le NFP qui a gagné. On devrait être d'abord appelé à gouverner le pays comme font toutes les démocraties parlementaires en Europe. On prend le premier et s'il n'arrive pas, s'il tient pas, on prend les suivants. On nous dit article de la Constitution, il ment ou il a tort juridiquement. Qui, article 50 de la Constitution? Gouvernateur, qui dit article, bien sûr que si, article 40 de la Constitution, il ment 50. Ou il a tort juridiquement. Non, le vote sinon, vous seriez pris un 49-2 comme vous avez fait pour Barnier qui a refusé la... Donc au final... Non, mais c'est pas pareil, un vote de la confiance n'entraîne pas la démission du gouvernement, je maintiens. Il y a débat dans le chat en tout cas. Non, mais il n'y a pas de débat, ok, peut-être dans le chat, mais vis-à-vis de la Constitution, je suis désolé, il n'y a pas de débat. Par contre... On n'a pas un collab qui peut nous ramener la Constitution. Bah, on l'a sur nos tablettes, en vrai, si on a c'est pas faux. Google, ou sur n'importe quel autre moteur de recherche. Mais du coup, je reviens à ce que vous dites. S'il y a Vous avez dit l'oppo, j'avais jamais entendu ça. L'oppo, pour l'opposition. L'oppo, la major. Oui, mais... Non, mais du coup, imaginons, Macron démission, on a un nouveau président, on ne sait pas qui c'est. Bref. Qu'est-ce qu'on fait pendant 6 mois avec ce nouveau président qui, on ne sait pas qui sera, ce sera peut-être Marine Le Pen, ce sera peut-être Jean-Jacques Mélenchon, on ne sait pas qui c'est. Pendant 6 mois, le nouveau président ne peut pas dissoudre. Qu'est-ce qu'on fait d'abord, la première question, c'est est-ce que la gauche va s'unir si Emmanuel Macron démissionne? Oui, alors ça... Bon, bref. Donc, non, mais moi, c'est pas ma question. Moi, ma question, c'est qu'est-ce qu'on fait pendant 6 mois? Non, mais je pense que c'est qu'est-ce qu'on fait pendant ces 6 mois avec ce nouveau président? On ne sait pas qui c'est. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait comme propose ce que propose Boris... Non, pas toi, mais Boris Vallaud. Monsieur le Président. Mais est-ce qu'on fait ce qu'a proposé Boris Vallaud, qui pourrait être une solution? Vous êtes opposé, c'est votre droit, mais qui pourrait être une solution? Parce que c'est vrai que Mathilde Panot, elle est fine politique. C'est qu'effectivement, elle se place, c'est Castet ou démission. Mais il y a une troisième voie qui est possible, et c'est celle qui est proposée par Boris Vallaud notamment. Qui ne vous convainc pas, et ça je l'entends. Non, mais c'est parce que ça dépend pour faire quoi et quel programme politique. C'est ma question, qu'est-ce qu'on fait? Non, mais on a été élus. La première question, du coup, c'est l'union de la gauche ou pas l'union de la gauche? Désolé, on n'a pas le temps. Si vous voulez faire un débat entre vous, on vous laisse, nous on va prendre un truc. Parce que d'autant qu'il nous reste 15 minutes et on a des maxi-sujets, comme par exemple accessoirement l'abrogation de la réforme des retraites. C'est pas ma réponse du coup. Donc, non, mais d'un mot, en fait, là, ça pourrait être réglé s'il y avait un gouvernement du nouveau Front populaire et qu'Emmanuel Macron demande à ses troupes de ne pas nous censurer. C'est ça la seule combinaison qui est stable. C'est qu'Emmanuel Macron reconnaisse le résultat des élections et assume d'être un groupe d'opposition. Donc que Macron devienne votre béquille. Mais oui, exactement. Exactement. Mais sauf que dans l'hémicycle, on ne lui demande pas de voter nos textes. Juste de laisser le gouvernement faire. Et après, à nous de trouver les points d'équilibre pour faire passer les textes qu'on pense pouvoir faire passer. Et puis sinon, après, il y a des décrets qui peuvent être pris. L'augmentation du SMIC à 1 600 €, on l'a annoncé, c'est notre programme, on a gagné sur cette base-là. On ne prend personne en traître. Et après, vous n'avez jamais fait de cadeau aux macronistes, pourquoi ils vous en feraient? Mais parce qu'il paraît que ça les intéresse, la stabilité du pays. Il faudrait savoir. C'est que quand c'est eux qui dirigent la stabilité du pays? En politique, c'est souvent comme ça. Ouais, mais juste, d'accord, mais sauf qu'en fait, s'ils voulaient avoir une raison supérieure en politique, de l'État, de la stabilité, garant des institutions, je crois qu'il est le président de la République au titre des articles de la fameuse Constitution dont on parlait tout à l'heure. Peut-être s'il était inspiré par cette Constitution et ce qui est écrit dedans, même si je la combats en l'état actuel de sa rédaction, peut-être que c'est ça la conclusion à laquelle il arriverait. Quand il y avait des cohabitations par le passé, c'est bien ça, c'est que le président, il est là en place et puis il ronge son frein. Alors, il y avait des majorités plus nettes, c'est pas exactement les mêmes scénarios, je vous l'accorde, mais n'empêche qu'il ne jouait pas forcément la confrontation. J'ai l'article 50. On fait un putsch contre Hugo pour passer à la Lorsque l'Assemblée désapprouve le programme ou une déclaration de politique générale du gouvernement, le Premier ministre doit remettre sa démission au président de la République. Mais il a le droit de ne pas l'accepter. Oui, voilà. Voilà. C'est tout. Il y a des missions. Merci Hugo, on passe à la PPL. On va terminer sur ce sujet-là pour reprendre sur l'abrogation de la réforme des retraites. On rappelle demain, Michel FI, on commencera par le texte pour abroger la réforme des retraites à 64 ans. Texte sur lequel le socle commun a déposé pas loin de 1000 amendements. C'est de l'obstruction qu'ils sont en train de faire? Oui, ça s'appelle de l'obstruction, surtout dans le cadre d'une niche parlementaire. Parce que je rappelle, une niche parlementaire, c'est une journée, c'est 9h minuit. Si j'avais 3 semaines devant moi, je vous dirais non, mais vous vous en foutriez, Ah ouais, pas de problème, moi je suis prêt à en parler pendant le temps qu'ils veulent. C'est pas faire enough en fait, c'est ça que vous leur reprochez surtout. C'est de l'obstruction,
Voilà. Non, mais l'obstruction, vous l'avez faite aussi pendant la réforme des retraites. Oui, mais c'est pas fair enough parce que la niche, elle dure de 9h à minuit et que c'est pas nous le gouvernement. Faire de l'obstruction quand vous êtes l'opposition sur le temps du gouvernement, il a le calendrier à sa disposition, il peut étaler sur 2 mois, 3 mois, et nous ce qu'on dit, ce n'est pas 1 mois, 2 mois près. Nous aussi, on est à une journée près en fait. Si on est à une journée près, c'est pas la même chose en fait. Et puis surtout, il me semble, normalement, en général, c'est l'opposition qui fait de l'obstruction. Il faut que j'en déduise quoi? Ils sont opposés à votre texte. Ils sont l'opposition. Ils sont dans l'opposition. Nous sommes la majorité. Et pourtant, nous ne sommes pas au gouvernement. Voilà, je vous laisse avec ça. Vous allez avoir la majorité, a priori, sur cette PPL demain. Notamment, grâce, oui, si vous allez au vote, mais Thomas Ménager nous disait qu'il lui pense que ça ira pas jusqu'au bout. Vous pensez que ça peut arriver au bout avec ces amendements? J'ai encore un petit doute. Alors, je vous fais le calcul mathématique assez rapide. Il y a 680 minutes, je crois, dans notre niche, 690 minutes. 12h30. 11h30, ouais. 11h30, pardon. 690 minutes. Vous retirez 90 minutes de discussion générale, 1h30 entre le gouvernement, moi, le rapporteur, chaque groupe. Ça fait à peu près ça. Je vois large, d'ailleurs, pour cette discussion générale. Il reste 600 minutes, OK? Si on passe 4 minutes par amendement, OK? 4 minutes, normalement, on a 2 minutes pour le défendre. Et ils peuvent même relever la main, les députés, pour refaire 2 minutes de réplique. J'ai même pas encore parlé du rapporteur et du ministre. Ok. Il suffit d'avoir 150 amendements pour ne pas aller au vote, pour aller jusqu'à minuit, en fait. Ok. Il y en a 900 qui sont déposés. Voilà, c'est tout. Il y a des amendements qui risquent de tomber. Ah non. Ah ben non, ils les ont rédigés pour pas que ça tombe, justement. Les amendements de date, par exemple, s'il y a une date qui est adoptée, toutes les autres amendements de date tombent. On va pas adopter la date de 2050 pour leur faire plaisir. Mais en fait, les amendements de date, les amendements de date, il y en a quelques-uns, mais c'est pas la majorité. La majorité, c'est des amendements soit de réécriture générale de l'article qui remplacent par des objectifs de la nation, enfin des phrases un peu bidons. Du titre, par exemple. Du titre, des amendements en rapport, des amendements, donc ce qu'on appelle des amendements additionnels après l'article 1 ou après l'article 2. Ceux-là sont examinés un par un. Et donc voilà, donc c'est tout. Ce qui me fait sourire d'une certaine manière, c'est qu'ils sont entre deux en disant on ne fait pas de l'obstruction, on veut avoir le temps du débat. Mais je comprends pas, vous assumez les gars. Vous attendez quoi de la Macronie qui a voté pour cette réforme? Moi, rien, je n'entends rien d'eux. Alors, ça sert à quoi de crier à l'obstruction? C'est le jeu politique. Alors, c'est pas fair enough. Mais est-ce que c'est pas le jeu politique de crier à l'obstruction? Non, mais je vous renvoie la question. Est-ce que c'est moi qui suis à l'envers ou est-ce que c'est le monde? Je veux dire, c'est une loi qu'ils ont portée dans la difficulté, etc. On va pas s'attendre à ce qu'ils n'essayent pas d'aller jusqu'au bout. Ouais, mais alors, deuxième différence avec quand nous on a fait de l'obstruction, que ce soit 2019 ou 2023, il y avait une majorité de Françaises et de Français opposés au texte. Il n'y avait pas que nous. Bah ouais, mais ça compte un petit peu dans une démocratie. Il paraît. Moi, encore une fois, vraiment, qui suis-je pour dire que la souveraineté du peuple est au-dessus de tout? Mais je rappelle quand même que c'est ça les éléments. Donc, ils font de l'obstruction pour maintenir un projet, une loi qui est largement refusée par les Françaises et les Français sur un gouvernement qui n'est pas légitime, qui n'a pas gagné les élections, qui a fait avec un chef de gouvernement dont le parti a fait 6%. Je dis, qu'est-ce que c'est que ce délire? Vu de l'étranger, on passe pour des dingos, hein, pas pour des démocrates, juste pour des dingos. Les US, ils nous ont battus quand même. Ouais, non. Un petit peu. Il n'y a pas eu de tentative de coup d'État en France, quoi. Non, certains diraient qu'il y a un coup d'État permanent, mais je ne donnerai pas mes sources. Oui, il est vrai. Je suis désolé, mais je cite les termes et les grands mots. Mais c'est ça quand même le sujet de demain, c'est qu'ils ne vont pas assumer de faire de l'obstruction. Moi, je préférais qu'ils assument. Ils disent oui, on veut le défendre coûte que coûte, notre projet de loi, notre retraite à 64 ans, etc. Ils sont dans cet entre-deux. Donc, j'ai un petit doute sur le fait qu'ils soient en capacité de tenir jusqu'à minuit. Parce que l'obstruction, ça s'organise. Il faut l'assumer. Il faut prendre la parole. Il faut assumer de, des fois, répéter 8 fois, 10 fois la même chose. On verra. On verra. Qu'est-ce qui vous ferait retirer le texte? Rien. R-I-E-N. Et j'ai discuté avec un président de groupe, là, aujourd'hui, qui m'a dit que vous avez fait une petite connerie, selon lui. C'est-à-dire parce que vous allez aller jusqu'à 22, 23 heures au moins avec le texte, vous n'aurez pas le temps d'adopter d'autres textes. Non, mais j'explique. Ce président de groupe disait, c'est dommage, ils auraient pu mettre, par exemple, la PPL sur le consentement, qui aurait pu... Ah non, elle était rejetée en commission, donc pour le coup, c'est pas le bon calcul. On ne sait jamais, sur un malentendu à l'Assemblée... je préférais que ce soit bien entendu que mal entendu. Bien entendu. Mais est-ce que... Ou mettre un autre texte qui aurait été examiné vite, une PPR-CE, par exemple, je me souviens que pour votre précédente niche, je crois que c'était celle de Jean-Philippe Miller. Oui, mais l'idée, c'est vraiment de voter l'abrogation. L'Assemblée nationale ne s'est jamais prononcée sur cette réforme.
Il y a quelque chose de très fort et très symbolique. Demain aussi, vu l'obstruction. Non, mais par contre, ce qui est là où les macronistes, à un moment donné, bon, peut-être qu'à l'usure, on finira par les avoir, mais c'est que le texte, on l'examinera jusque là où on peut. Et puis, il sera repris dans une autre niche par un l'année prochaine. Mais du coup, votre et on le reprendra là où on l'a laissé. Une journée pour changer la vie, si vous n'adoptez rien, ça changera la vie de personne. Je suis d'accord avec vous. Donc c'est une petite com un peu mensongère. Mensongère, mais ça dépendra qui aura fait en sorte qu'on ne change pas la vie. Donc c'est de la com politique. Mais oui, mais quand on fait de la politique, il y a aussi de la communication. Il faut le dire, Parce non, mais vous dites ça comme si c'était un truc masqué, mal, pas bien, la communication politique. Je trouve, à titre la communication politique est consubstantielle de la politique. Je sais bien, mais moi qui suis l'Assemblée nationale, ça se passait à l'abri des regards, ce serait pire. Les gens qui ne connaissent pas le fonctionnement de l'Assemblée nationale, ils vont dire, mais tous ces textes, ils sont géniaux, ils vont tous être adoptés. Sauf que dans le fonctionnement, ça ne marche pas comme ça. Et est-ce que vous ne risquez, et ça c'est une question que je voulais vous poser aujourd'hui, est-ce que à donner trop d'espoir aux gens, et vous avez raison de le faire, c'est votre combat politique, vous avez tout à fait raison de le faire, politiquement parlant. Est-ce que vous ne risquez pas de décevoir, et même si vous arrivez au pouvoir avec toutes vos promesses, si vous n'y arrivez pas, c'est une crainte que j'ai, est-ce que vous ne craignez pas que ça vous pète à la tronche? J'ai un député macroniste qui m'avait dit, vous inquiétez pas, si en gros si le NFP gagne, je serai dans la première charrette s'il y a une révolte populaire, mais qu'il fasse attention à ne pas être dans la deuxième. Non mais c'est en mode voilà, est-ce que ça risque pas de vous retomber dessus quoi. Il y a un dernier sujet. On avait posé cette question à aborder. Philippe Brun qui nous avait dit c'est important pour nous politiques de cranter les victoires. Oui, quand il y en a. Mais regardez, on a fait inscrire la constitutionnalisation du droit à l'interruption volontaire de grossesse. Enfin, ça va, on n'est pas complètement... notre précédente niche, on a fait voter un texte pour l'accueil dans les services publics par des personnes physiques, par des êtres humains, et non pas par des procédures dématérialisées. Le Sénat refuse de le reprendre. Qu'est-ce qu'on fait? On continue de faire une campagne d'interpellation des sénateurs, notamment de gauche, s'il vous plaît, pour qu'ils inscrivent ça à l'ordre du jour côté Sénat. La vie politique est une bataille, est une lutte permanente, et notre job, c'est aussi de faire de l'éducation populaire à chaque étape. Pourquoi ça n'a pas marché? Regardez, la prochaine fois, mettez plus de bulletins de vote du NFP, vous verrez, ce sera plus simple. Et rendez-vous demain, du coup, pour savoir sur cette fameuse niche et l'abrogation de la réforme des retraites à 64 ans, puisqu'il nous reste 4 minutes pour aborder un sujet... L'apologie. Voilà, donc, parce que les gens nous demandent des clarifications. Oui. Donc, l'idée, c'est que vous êtes rapporteur d'une proposition de loi visant à abroger le délit d'apologie du terrorisme. Je ne suis pas du tout rapporteur. Justement, je vous arrête là. Pénal. Sur BFM, ils ont dit que c'était dans notre niche demain. Mais non, justement. Non, mais les gens disent... Les gens disent sur BFM, ils sont je sais, sur LCP, c'est 3 lettres, mais pas la même. C'est 3 lettres, mais pas la même. Je suis le premier signataire. Oui, on va juste préciser, parce que justement, les gens disent pourquoi est-ce que c'est pas dans la niche de demain. Voilà, est-ce qu'on peut reclarifier un peu le truc, notamment droit de presse, oui, est-ce qu'on peut parler du timing aussi? Ok. Alors, d'abord la reclarification. Je vais essayer de faire dans l'ordre. Cette proposition de loi, en fait, elle a été déposée il y a un peu plus de 3 semaines, mais il y a des vagues de publications sur le site de l'Assemblée nationale avec la commission de recevabilité, donc on n'a pas décidé que ce soit publié ce jour-là. Voilà. Il y a 3 semaines, il n'y a pas si longtemps que ça non plus. Non, mais je ne dis pas que c'était il y a longtemps, mais juste moi-même, quand j'ai vu que c'est sur les réseaux sociaux qu'on commençait à parler de moi et de ma proposition de loi, j'ai fait quoi? Voilà. J'ai fait quoi? Tu t'es déjà passé à autre chose. Non, mais parce que c'est la première fois où j'ai vraiment une polémique, alors que j'ai pas communiqué dessus au préalable, j'ai pas ouvert la bouche, j'ai rien fait. Mais c'est votre nom en premier. Non, mais j'assume. Non, je suis pas en train de. Je vous explique que c'était pas prévu. Moi, mon plan com de cette semaine, c'était l'abrogation de la retraite de 64 ans. Ok. Alors peut-être que certains se sont dit que c'était bien d'essayer de faire monter un autre sujet, parce que je suis le rapporteur sur la retraite de 64 ans. Allez, je mets ça de côté. Mais et cette proposition de loi, on aurait pu la déposer il y a 1 an, il y a 1 an et demi, il y a 2 ans, parce que le sujet, il n'est pas nouveau. Le sujet, il date de 2014, voire même dès 2015, il commence à y avoir des protestations sur la mise en œuvre du délit d'apologie du terrorisme quand il a été mis dans le code pénal, avec des affaires très problématiques de gens poursuivis parce qu'en fait, on les suspectait d'être musulmans, point. Voilà. Et que ça pouvait avoir des liens avec le terrorisme, et donc, voilà. Avec des trucs où c'est quelqu'un qui a affiché un signe musulman à sa fenêtre, et ça fait... Enfin, vraiment, Bon, Jacques Toubon, dès 2017, c'est en 2017 où il explique qu'il y a un problème avec le délit d'apologie du terrorisme dans le code pénal. Bon. Qui était défenseur des droits encore à l'époque. Qui était le défenseur des droits, effectivement, à l'époque. Plus récemment, le rapporteur spécial de l'ONU sur les droits de l'homme qui conteste, qui dit qu'il y a une instrumentalisation de ce délit. Jean-Paul Delescaux, le secrétaire de la CGT du Nord, qui a été condamné. Voilà. Je ne suis pas sûr que ceux qui avaient mis l'apologie du terrorisme dans le code pénal l'avaient fait pour intention de
de condamner des dirigeants syndicaux. On me parle que ce serait une offense aux victimes du terrorisme, et les victimes du terrorisme, je ne suis pas sûr qu'elles aient demandé non plus à ce que le secrétaire de la CGT du Nord soit condamné. Je ne suis pas sûr que ce soit le lien à faire. Mais donc, il y a un sujet de fond et il y a un problème de fond. Parce qu'avant, c'était dans la loi de 81 qui est plus protectrice des libertés. Mais je ne vais pas esquiver votre sujet. Il y a un problème avec l'apologie du terrorisme, y compris dans la loi de 81. Juste la loi de 81 est moins répressive, donc c'est pas la même ampleur. C'est pas la même. En fait, on peut pas venir vous chercher à 6 h du matin quand vous êtes en train de dormir en slip dans votre lit. Ça a été le cas pour le secrétaire départemental de la CGT du Nord, pour un communiqué de presse. Alors que si on l'avait convoqué au commissariat, il serait venu habillé, voilà, et pas en slip. Bon. Non, mais je vous le dis, je le dis comme ça parce que ça fait réagir. Ce que vous reprochez à la loi de 2014, c'est qu'elle serait utilisée à des fins politiques, par exemple. Elle peut aussi être utilisée à des fins politiques, parce qu'en fait. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu assez de pédagogie sur votre proposition de loi, justement, qui fait que les gens ne comprennent pas et qu'eux, ils lisent juste abrogation du délit d'apologie du terrorisme. Il y a eu des députés insoumis aussi, d'ailleurs. Attendez, c'est là où je reviens sur le point de départ. Je n'ai pas communiqué sur ma proposition de loi. Est-ce qu'il fallait pas le faire au moment où vous l'avez mais on ne peut pas me reprocher de ne pas avoir expliqué la proposition de loi que je n'avais pas moi-même, sur laquelle je n'ai pas moi-même communiqué. Et effectivement, tout ça est parti du magazine Frontières, magazine d'extrême droite, les amis de M. Ménager. Ancien livre noir. Ancien livre noir. Voilà, que vous avez vu de M. Ménager, qui a fait repris par CNews et Printemps républicain, et c'est le même circuit. Et donc, la polémique est lancée sur les termes de l'extrême droite, avec la grille d'analyse de l'extrême droite. Et à partir de là, vous dites, mais ils sont fous, ces insoumis. Ça veut dire qu'en plus, alors, cerise sur le gâteau, la boucle est bouclée. Je faisais un live Twitch il y a 2 jours pour expliquer dans le détail pendant 2 heures. Donc, si vous voulez plus de détails, allez voir mon live Twitch avec des invités. Et bon, il y a un son de gauche pendant au moins 20 minutes, donc je suis désolé. Mais, comme hier soir. Ouais, mais bon, on fait ce qu'on peut. Et donc, du coup, à la fin, moi, je fais une blague lors de ce live Twitch en disant, mais attendez, vu comme ils sont là, ils vont me dire que je fais de l'apologie du terrorisme en voulant supprimer l'apologie du terrorisme du code pénal, pour le remettre dans la loi de 80. C'est ce que tout le monde a dit en face dans... Ouais, ce qu'on appelle une caricature, un amalgame, un raccourci, ce que vous voulez. Et moi, je trouvais ça sur les mots. Et là, qu'est-ce qui se passe? Christian Estrosi, qui annonce déposer plainte contre moi, Éric Coquerel, pour apologie du terrorisme. Alors là, franchement, j'ai dit merci, monsieur Estrosi. En une seule déclaration, il explique quel est le problème. L'instrumentalisation politique de ce genre de délit. Voilà, il en a fait la démonstration la plus éclatante et la plus simple à comprendre pour tout le monde. Et juste pour terminer, parce que je vois quelqu'un qui pose la question, enfin qui réagit en disant « Encore de la com », Coquerel a dit que ça ne sera pas déposé avant longtemps. Du coup... Mais parce qu'en fait, je vous l'ai dit, on a une niche par an. Une journée par an. À un moment donné, on hiérarchise les batailles politiques qu'on veut mener. Oui, c'est plus important d'abroger la retraite à 64 ans, qu'on va mettre à l'heure du jour de 9h à minuit, que d'abroger le délit d'apologie du terrorisme dans le code pénal. Est-ce que pour autant, il n'y a pas de sujet avec le délit d'apologie? Bien sûr qu'il y en a un. J'ai déposé un texte sur le mécanisme de régulation carcérale. Il n'y a pas eu de polémique encore, pourtant je l'ai redéposé. Donc si quelqu'un cherche une polémique... Vous avez invité, vous n'étiez pas venu. Ça aurait tardé. Ouais, mais chaque jour suffit sa peine. C'est moi la peine? Non, c'est mon agenda. C'est mon agenda. Mais du coup, sur la régulation carcérale, il y a un vrai sujet. Et pour le coup, je ne le mets pas à l'ordre du jour parce que je sais que ce ne serait pas adopté en l'état des rapports de force. Donc je prends des rendez-vous avec les uns, les autres pour essayer de convaincre, etc. Mais le texte, il est là. Il est là, il y a une base, on peut discuter. Vous le gardez pour la niche de l'année prochaine? L'apologie du terrorisme? Oui. Non. Éric Coquerel sur le plateau, encore une fois, de l'indice politique, a dit que c'était pas pour demain la veille parce que en semaine transpartisane, ça semble mal barré. Mal barré. Mais il y a un vrai sujet et c'est ça, et c'est dingue parce que la polémique est en train un peu de s'éteindre. Ou alors on m'interroge plus moi, je reçois plus de messages, voilà, clairement depuis 2 jours. Par contre, je vois les autres parler de moi. Parce que vous captez pas ça sur Twitter. Ouais, c'est ça. Mais j'ai ma petite idée sur le sujet et parce que les gens commencent à comprendre qu'il y a un sujet, Marc Trévidic, etc. Et que du coup, c'est moins vendeur. Puis la censure, etc. Donc on passe à la suite, on va terminer là-dessus. Je suis désolé de vous couper en plein pendant un sujet passionnant. Merci beaucoup, en tout cas, Hugo Bernalicis, d'être venu. Le rendez-vous, il est donné demain pour suivre cette niche LFI et avoir le fin mot sur la question. C'est la question dans le chat. On demande est-ce que la niche sera retransmise sur la chaîne d'Antoine Léaumont sur une autre chaîne. Chez moi, de 8h à minuit, avec une quinzaine de députés toujours terminé insoumis, sur une pub. Évidemment. Merci beaucoup, Hugo Bernalicis. Merci, Sacha. Merci, Hugo. On vous donne rendez-vous dans la semaine prochaine, selon l'agenda parlementaire, dans Legistream. Merci tout le monde et à bientôt. Ciao tout le monde. Non, je crois que